fleuve de près d'une heure qui vient à peine de se terminer devant l'université américaine de Washington pour Barack Obama. Il défend une nouvelle fois l'accord sur le nucléaire iranien. Si le Congrès le rejette, prévient-il, ce sera la guerre. Et il a fait plusieurs fois allusion à Israël et à son Premier ministre Benjamin Netanyahou, dont il ne partage pas du tout l'avis sur ce point. On y revient en détail dans un instant. Les arrestations se sont poursuivies dans les milieux extrémistes juifs en Israël dans l'enquête sur la mort du bébé palestinien à Douma. Certains ont été placés sous le fameux régime de la détention administrative. Et puis le dossier des migrants devient une polémique politique en France. Affrontement verbal aujourd'hui entre Marine Le Pen et Manuel Valls à propos de ce dossier, alors qu'un nouveau drame se dessine en Méditerranée où un navire a fait naufrage avec plusieurs centaines de migrants à bord. Quelques-uns ont pu être récupérés, mais on craint un bilan assez lourd. Le Grand Direct, avec Jean-Charles Banou. Bonsoir. 50 ans après celui que le président Kennedy avait prononcé au même endroit, Barack Obama vient de terminer un discours fleuve afin de défendre l'accord sur le nucléaire iranien. Accord qui est de plus en plus contesté, pas seulement par Israël, mais aussi par une grande partie du Congrès américain qui doit voter dans quelques jours. Or, si le vote est négatif, eh bien, a dit Barack Obama tout à l'heure, ce sera la guerre, mais ce sera aussi la fin de la crédibilité américaine sur la scène internationale. Discours très long, très préparé, on va y revenir en détail dans un instant, mais on va écouter tout de suite un premier extrait de cette intervention du président américain. Après 2 ans de négociations, nous sommes parvenus à un accord détaillé qui empêche l'Iran d'obtenir de façon permanente la bombe nucléaire. Cela coupe toutes les voies de l'Iran vers la bombe. Comme cela a été le cas lors de traités précédents, cela ne résout pas tous les problèmes. Cela ne résout certainement pas tous les problèmes avec l'Iran. Cela n'assure pas un réchauffement des relations entre nos deux pays. Mais nous obtenons l'un de nos objectifs sécuritaires principaux. En cela, c'est un excellent accord. Voilà donc premier extrait à chaud de ce discours qui vient de se terminer vraiment il y a quelques instants depuis Washington. On va en parler et l'analyser longuement avec vous. Bonsoir Cyril Amar. Bonsoir Nadia Ellis. Bonsoir, qui est donc spécialiste dans l'analyse du discours à l'université de Tel Aviv. Alors Cyril, d'abord les points principaux, parce que c'est vrai qu'il y a eu des références, notamment beaucoup envers Israël et envers Netanyahou, car on voit bien que ce duel à distance Obama-Netanyahou continue. Oui, un duel à distance qui se livre via les lobbies pro-israéliens à Washington. Obama et Benjamin Netanyahou ont tous les deux les yeux rivés sur le calendrier, avec une date en tête, le 17 septembre, Jean-Charles. C'est la date de la rentrée parlementaire aux États-Unis. Les élus du Congrès devront donc se prononcer sur l'accord historique conclu le 14 juillet dernier entre l'Iran et les grandes puissances. On sait qu'au Congrès, il y a une majorité républicaine, mais elle n'est pas suffisante pour déjouer le veto de Barack Obama, qui peut donc opposer son veto à ce projet de rejet de cet accord. Et donc, Benjamin Netanyahou le sait bien et il tente de gagner des soutiens. Il s'est exprimé, on le sait, hier soir devant 10 000 participants lors d'une vidéoconférence. Il s'est exprimé devant des représentants de la communauté juive américaine, des lobbies pro-israéliens. Il a tenté de faire valoir ses arguments contre l'accord. Et le jour même, Barack Obama, c'était au tour donc du président américain de recevoir à la Maison-Blanche une vingtaine de représentants de la communauté juive américaine triés sur le volet. Alors à chacun son soutien. Le vote juif est très important. On sait qu'il est traditionnellement démocrate. Du côté de Benjamin Netanyahou, il a le soutien de l'AIPAC, du très, très influent lobby pro-israélien l'AIPAC, qui déploie toute son énergie pour convaincre les députés, les membres du Congrès démocrate de torpiller l'accord avec Téhéran. Plus de 2 millions de dollars ont été bloqués sur les fonds propres de l'AIPAC pour financer cette campagne. Toute la panoplie du lobbying politique a été déployée
déployés par les PAC. De son côté, lui, Barack Obama, peut rallier d'autres lobbies pro-israéliens. Je pense notamment au G-Street, qui lui revendique une critique ouverte de la politique israélienne et qui pense que l'accord est bon pour les États-Unis et également bon pour Israël. Alors bon, c'est ce qu'a dit aussi Barack Obama tout au long de ce discours. En tout cas, il a défendu fermement cet accord en disant finalement que les Israéliens se trompaient, qu'au contraire, s'il n'y avait pas cet accord, l'Iran irait très vite vers la bombe nucléaire et que ce serait même la guerre. C'est ce qu'il a dit clairement. Nadia Ellis, comment est-ce qu'on peut finalement analyser la position du président américain? Qui est le plus crédible? On a du mal à comprendre finalement entre Netanyahou et Obama. Qui a raison? Parce qu'ils disent vraiment le contraire l'un et l'autre. Mais justement, on est face à ce qui est vraiment techniquement, qui s'appelle une polémique, c'est-à-dire quelque chose qui a vraiment une valeur publique, qui intéresse le public tout entier, où on a deux discours qui sont à l'opposé l'un de l'autre. Et au lieu vraiment de rentrer dans le cœur du sujet pour essayer d'expliquer pourquoi il faudrait que les uns soient d'accord, pourquoi il faudrait qu'on soit d'accord avec les uns ou les autres, on essaye en fait de se discréditer réciproquement. Dans ce cas, dans le discours d'Obama, c'est très intéressant. Il faut comprendre qu'on se trouve devant un sujet que 99% de la population mondiale ne peut pas comprendre. Et donc, et le président américain ne peut pas non plus expliquer ni rentrer dans les détails de ce deal. Et donc, il n'a aucun choix, sinon celui d'essayer de convaincre les gens en utilisant d'autres arguments. Le discours qu'il a fait, qui vient de se terminer, est construit selon vraiment, disons, la base classique des discours. C'est-à-dire, on commence par ce qui s'appelle techniquement la captatio benevolentia, c'est-à-dire on essaye de plaire au public en racontant ce qu'on a fait dans le passé, en essayant de se construire une bonne image. Donc, il parle de ce que les présidents précédents ont fait avec la Russie, comment ça a été une réussite, et comment lui, bien sûr, il a réussi à éviter de plus en plus de guerres et de plus en plus de situations désagréables au Moyen-Orient. La guerre d'Irak, justement, qui a été un fiasco de la part de Bush. Exactement. Et ensuite, il rentre vraiment dans le cœur de la polémique. Alors ça, c'est un grand classique de la polémique. Il faut discréditer son opposant. Et il y a deux manières de discréditer son opposant, soit en ridiculisant, soit en essayant de dire qu'en gros, la personne qui parle n'a pas d'autorité pour parler. Alors d'un côté, effectivement, il dit à un certain moment, ceux qui étaient opposés à l'accord temporaire, celui qui était au milieu en fait de ce chemin vers l'accord final. Aujourd'hui, figurez-vous, ce sont ceux qui en fait défendent cet accord qui était le premier accord. Donc en gros, il les ridiculise en essayant de dire mais enfin, ils changent complètement d'avis tout le temps, ils sont pas sérieux. Et de l'autre côté, donc il retourne sur cet argument sur lequel il est revenu de plus en plus, l'autorité, en disant en gros, les opposants de cet accord ne sont pas, essayent de dire que les plus grands experts du monde, les plus grands experts américains, ils comprennent rien. Donc ça, c'est une manière, quelque part, de ridiculiser l'adversaire, de dire que cette polémique n'a pas lieu d'être parce que finalement, lui se trouve de la part de la raison, lui se trouve de la part de l'autorité, et que les autres, leur position n'a pas lieu d'être. Mais encore une fois, on ne rentre pas dans le cœur du sujet, même si Obama parle des arguments des opposants au deal, ce qui est intéressant parce qu'il les choisit bien sûr évidemment très soigneusement, mais personne dans le public, ni à la maison ni à l'université, peut vraiment savoir si ces 24 jours par exemple qui écoulent entre le moment où on veut rentrer, visiter un site, sont assez ou pas, si effectivement les inspecteurs qui seront sur place pourront inspecter comme on le veut, oui ou non. C'est-à-dire personne n'a vraiment les notions nécessaires pour comprendre de quoi il s'agit. Et donc, on tourne autour du pot en essayant de dire je sais mieux que vous et faites-moi confiance, en gros. Ouais, alors ce qui est intéressant également, c'est qu'il reconnaît quand même, c'est aussi un des arguments d'Israël, c'est que l'argent qui va être débloqué à l'Iran, Cyril, va bien servir à financer le terrorisme. Mais c'est pas grave, dit Obama, parce que finalement, il y aura toujours une supériorité militaire d'Israël par rapport à l'Iran. Oui, c'est ce qu'il dit. Il s'adresse directement aux Israéliens, je dirais, derrière l'épaule de Binyamin Netanyahou, en leur soufflant la chose suivante: un Iran nucléaire est beaucoup plus dangereux qu'un Iran qui bénéficierait de la levée des sanctions. Et c'est un président diplomate, Barack Obama, et ça aurait été pendant ses deux mandats un président social. Il n'a pas oublié de rappeler le coût de l'intervention militaire en Irak, 3 milliards de dollars. Vous avez voulu l'intervention militaire en Irak, a-t-il dit. Il a fait une référence très intéressante. Il a rappelé que lorsqu'il n'était pas encore aux plus hautes fonctions, il s'était opposé à l'intervention militaire en Irak. Vous avez voulu privilégier la force, l'action militaire. Vous
peut-être retrouver avec Daesh, ça parle aux Américains évidemment. Il a évoqué évidemment les milliers de morts américains, le coût de la guerre, et ça c'est un symbole fort pour les Américains. Un président diplomate, tout comme son prédécesseur John Kennedy, et je pense que là aussi le choix de l'université américaine de Washington a toute son importance. D'ailleurs, c'est intéressant de noter que Barack Obama s'adresse souvent aux étudiants. Il l'avait fait à Jérusalem, on se rappelle, à l'université du Mont Scopus. Il avait fait pour sa première investiture devant les étudiants du Caire. Donc il y a tout un symbole avec cette espèce peut-être de, certains diront de la naïveté ou du romantisme des étudiants. Ça a toute son importance, et Barack Obama c'est un orateur hors pair. Il sait à qui il s'adresse et il comprend, c'est pas un naïf, il n'est pas non plus dans le romantisme, il comprend les inquiétudes d'Israël, il l'affirme. Mais il dit également, évidemment, qu'il est prêt d'abord à négocier un lot de consolation pour Israël, à savoir peut-être surclasser ou améliorer les capacités militaires pour conserver, comme vous dites, la supériorité militaire d'Israël dans la région. Et donc, il privilégie la diplomatie aux dépens de la guerre. Et ça, c'est important. Il fait même référence aux renseignements israéliens. Et ça, c'est peut-être aussi une façon de déstabiliser son adversaire du jour, Binyamin Netanyahou, en disant: regardez, chez vous, les principaux chefs des renseignements militaires israéliens disent finalement qu'une action militaire ne fera que retarder de quelques années, non pas endiguer totalement, complètement le programme nucléaire iranien. Ouais. Alors ça, c'est vrai que c'est aussi quelque chose sur lequel il s'est appuyé. On va parler dans un instant avec vous, Nadia, de l'image des États-Unis, justement, qui ressort à travers ce discours fleuve de Barack Obama. Mais on va écouter dans une poignée de secondes un nouvel extrait de l'intervention de Barack Obama, car il a évoqué à plusieurs reprises Israël, la sécurité d'Israël, donc préoccupation importante, mais aussi preuve que l'opposition manifestée par Israël, et qui est la seule finalement enregistrée dans le monde, là Barack Obama n'a pas manqué de le noter, il n'y a qu'Israël qui s'oppose à cet accord, car même les pays du Golfe, qui sont aussi concernés par la menace iranienne, se sont ralliés à l'avis que c'était justement un bon accord. Alors, Nadia, on va écouter dans un instant l'extrait de Barack Obama, mais vous avez trouvé effectivement qu'il y avait à travers ce discours une image peut-être nouvelle, inhabituelle des États-Unis qui ressortait. Je dirais même fascinante, parce que Obama a vraiment construit une image des États-Unis qui n'a pas de précédent. Un pays qui n'est plus à la tête du monde, qui n'est plus le leader des valeurs de la démocratie, des valeurs de la justice, des valeurs de la défense du faible. En l'occurrence, ce serait donc Israël, quelque part dans la position du faible. Mais plutôt, il le dit lui-même à la fin du discours, les États-Unis aujourd'hui sont les leaders de la diplomatie. Et si, il dit, si on devait faire couler à l'eau, si on devait tuer, il utilise le mot tuer, ce deal, eh bien on serait plus les leaders de la diplomatie du monde. Alors ça, c'est complètement inédit. Les États-Unis n'ont jamais été les leaders de la diplomatie du monde. Les États-Unis ont toujours été, en tout cas dans leur rhétorique, les leaders des bons. Voilà, et ceux qui n'ont pas peur justement d'aller à la guerre et de passer à l'acte si besoin il y a, parce que si les États-Unis ne le font pas, alors qui le fera? Et Obama, au contraire, il dresse toute une image, tout un ethos collectif en fait des États-Unis, d'un pays qui se retrouverait isolé, qui ne peut pas se permettre d'être isolé. Alors ça, c'est très fort, parce que les États-Unis justement sont ceux qui allaient à la tête des autres, qui n'avaient pas peur d'être isolés. Aujourd'hui, non. Selon donc ce discours, les États-Unis ne peuvent pas se permettre de s'isoler par rapport au monde, ne peuvent pas se permettre d'avoir tout le monde contre eux. Et les Américains aussi, il faut qu'ils changent, et ça je cite aussi, il faut qu'ils changent de mentalité, la mentalité d'aller à la guerre à tout prix. Ça aussi, c'est assez exceptionnel. Il est en train de dire que ses prédécesseurs, en gros, avaient juste envie d'aller à la guerre, même s'il n'y avait pas besoin. C'est une déclaration très forte. Évidemment, ça va toucher ce côté émotionnel des Américains qui ont vraiment des blessures liées à la guerre, donc c'est assez facile comme argument. Mais c'est aussi très très fort, parce que quelque part, il joue un tout petit peu sur la peur aussi des Américains, des États-Unis en général, en disant on ne peut pas se permettre de faire ce qu'on veut. Et il le dit très clairement d'ailleurs, les États-Unis ne peuvent plus se permettre de partir à la guerre, d'être contre la Chine, d'être contre tout le monde. Et ça, c'est vraiment un message qui est tout à fait nouveau dans la rhétorique américaine. C'est un peu un aveu de la fin de l'hyperpuissance américaine, la fin du monde unipolaire, bienvenue dans le monde multipolaire, visiblement à laquelle Barack Obama adhère complètement. Il a même évoqué la Chine, en parlant encore une fois, après je vous parlais de président social. Si l'accord était rejeté, nous devrions dire adieu à la Chine, à la Chine pour notre économie. Et ça, c'est très important pour un président qui a placé son agenda politique sur des préoccupations qui étaient plutôt intérieures, avec l'indépendance énergétique auquel les États-Unis
États-Unis sont en train d'accéder. Donc c'est le président diplomate, le président social, le président adepte d'un monde qui est plutôt multipolaire, et ce qui est d'ailleurs se rapproche de la vision qui est de la vision européenne. On se souvient de l'opposition des Européens, notamment de la France, sur l'intervention en Irak. Aujourd'hui, Barack Obama se rapproche de cette vision-là, qui est une vision où l'on doit chercher l'accord et chercher le consensus plutôt que de chercher le recours à la force à tout prix. Et ben voilà, on disait que ce discours aurait une portée peut-être historique, c'est toujours un mot assez fort, mais en tout cas il y a des choses intéressantes. Merci à vous deux d'être venus l'analyser à chaud. Merci Cyril Amar, merci Nadia Ellis. Alors on sait que Barack Obama avait également désiré un petit peu planter le décor dans ce mano à mano et cette opposition qu'il a avec Benjamin Netanyahou concernant cet accord. Il avait notamment déclaré, et il l'a redit ce soir, que si l'accord est rejeté par le Congrès, eh bien ce sera la guerre, et alors eh bien, des missiles pourraient très bien tomber sur Tel Aviv. Voilà en substance qu'il avait déclaré hier devant des associations juives américaines. Comment les Israéliens ont-ils réagi aujourd'hui, notamment les experts militaires? Reportage Maxime Pérez. En attendant septembre et le vote du Congrès au sujet de l'accord sur le nucléaire iranien, le duel à distance se durcit entre Benjamin Netanyahou et Barack Obama. Mardi soir, le président américain a dressé une mise en garde assez inhabituelle à l'égard d'Israël. Un rejet de l'accord serait destructeur pour Israël et les États-Unis. L'Iran nous tournerait le dos et pourrait nous déclarer une guerre sans merci. La République islamique mobiliserait alors le Hezbollah au Liban et vous verrez des roquettes tomber sur Tel Aviv. Des propos tenus à la Maison-Blanche en marge d'une rencontre avec des responsables de la communauté juive que Barack Obama essaie de convaincre de soutenir l'accord avec l'Iran. Et si le président démocrate qualifie son rejet éventuel d'erreur historique, sa tentative d'alarmer l'opinion publique israélienne n'a pas été bien perçue, y compris par ses partisans. La population israélienne est exposée à la menace des roquettes et des missiles. Elle doit y faire face chaque année ou tous les 2 ans. C'est pourquoi réduire le dossier iranien à la menace de roquettes sur Tel Aviv, c'est un manque de compréhension à l'égard de la société israélienne. Amiah Yalon est l'ancien patron du Shabak. Il fait partie de ces anciens cadres de l'establishment sécuritaire israélien qui considèrent qu'un accord avec l'Iran, même sur 10 ou 15 ans, est la moins pire des options. Voilà pourquoi il s'oppose à l'ingérence de Benjamin Netanyahou sur la scène politique américaine. D'un côté, vous ne pouvez pas dire que les relations avec les États-Unis sont la pierre angulaire de la sécurité d'Israël. Et de l'autre, attaquer le gouvernement américain et sa politique depuis des années dans le but de créer une division entre démocrates et républicains, entre les juifs pro-Obama et les juifs pro-républicains. Nous sommes en train de scier la branche sur laquelle nous sommes assis. Parmi les détracteurs de l'accord, il y a aussi des voix mesurées, comme celle de l'ancien conseiller à la sécurité nationale d'Israël, Yaakov Amidror, qui a encore récemment participé aux discussions sur l'Iran avec ses homologues américains. Obama et Netanyahou ont le droit le plus total, si ce n'est le devoir, de jouer leur partition. C'est pourquoi je déconseille de s'en prendre au président Obama parce qu'il défend l'accord qu'il a lui-même fait aboutir. De la même manière, il ne faut pas attaquer le Premier ministre Netanyahou parce qu'il tente de convaincre l'opinion que cet accord est néfaste. Mais l'alternative à un mauvais accord, c'est aussi une guerre avec l'Iran, où Israël sera en première ligne. Si l'option militaire se précise, qu'elle soit le choix d'Israël ou des États-Unis, Israël en paiera le prix. C'est pourquoi il est absurde d'accuser Israël de vouloir pousser à la guerre. Nous ne voulons pas la guerre. Nous voulons un meilleur accord, car l'accord actuel est très mauvais. Et si une guerre doit avoir lieu, mieux vaut qu'elle ait lieu maintenant que dans 10 ans, lorsque l'Iran sera beaucoup plus fort. Un scénario du pire qui sublime les tensions diplomatiques israélo-américaines. À Washington, l'administration Obama continue de peaufiner les termes d'un nouveau pacte militaire avec l'État hébreu. De nouvelles armes américaines pour Israël, la preuve d'une alliance toujours aussi forte. L'enquête sur le meurtre du bébé palestinien à Douma et les arrestations qui se poursuivent dans les milieux extrémistes juifs. Arrestations et interrogatoires désormais sous le régime tout nouvellement instauré de la détention administrative. Cyril Amar. À situation exceptionnelle, moyens exceptionnels. Face au terrorisme juif, le gouvernement israélien a décidé d'ôter les gants. Première application de la tolérance zéro promise par Binyamin Netanyahou. Cet ordre, signé mardi en personne par le ministre de la Défense, Moshe Ya'alon.
Une disposition inhabituelle qui va placer Mordechai Mayer derrière les barreaux pour une période de 6 mois, renouvelable. Ce jeune Israélien de 18 ans est soupçonné d'avoir participé à des activités violentes et à des attaques terroristes. 3 autres extrémistes juifs pourraient connaître le même sort dans les jours qui viennent. Après le feu vert donné par le procureur général au recours à la détention administrative. Mardi soir, les services de contre-espionnage israéliens ont en outre annoncé l'arrestation d'un autre activiste, Eviatar Slonim, pour appartenance à une organisation extrémiste. Depuis lundi, pas un jour ne s'écoule sans que la police ne traque un nouveau militant d'extrême droite. Un véritable coup de filet qui a débuté lundi avec la garde à vue de Meir Ettinger, un militant d'extrême droite qui pourrait être le cerveau de l'incendie de l'église de la multiplication des pains en Galilée, le 18 juin dernier. Pour l'heure, difficile de savoir si ces arrestations sont liées ou non à l'incendie du village de Douma, qui a coûté la vie à un nourrisson palestinien la semaine dernière. Mais une chose est sûre, le gouvernement israélien semble plus que jamais déterminé à en découdre avec ses propres fous de Dieu. Alors précisément, comment Israël lutte-t-il contre ses ennemis de l'intérieur, ces extrémistes juifs qui commettent donc des actes terroristes? Eh bien, c'est une unité spéciale du Shabak, le service de sécurité intérieure, qui en est chargé. Reportage Mathias Inbar. Mettre un nom sur le phénomène, parler de terrorisme et non de vandalisme. Face à ces jeunes des collines et du prix à payer, toujours plus déterminés à en découdre non seulement avec leur propre État, mais aussi avec les Palestiniens, les forces de sécurité israéliennes demandent plus de moyens et semblent les avoir obtenus. Arrestations administratives, présence renforcée en Cisjordanie. La question est de savoir que s'est-il passé avant cette récente prise de conscience. Une mauvaise lecture des faits, répond l'ancien chef du département juif au Shabak, les services secrets intérieurs israéliens. Pour autant que je me souvienne, j'ai été le premier en Israël à parler de terrorisme. Il faut appeler un chat, et j'ai dit au début des années 2000, ne prenons pas les choses à la légère. Il s'agit bien de terrorisme. J'ai été attaqué de toutes parts, et on m'a répondu qu'il ne s'agissait que de graffiti. Je réponds que non. Nous savons comment ça commence, nous ne savons pas comment cela va se terminer. Et comme dans toute lutte terroriste, le renseignement humain est primordial. Existe-t-il des agents infiltrés au cœur des populations juives de Cisjordanie? Oui, répond de manière détournée Menachem Landau. De mon époque, la coopération entre le terrain et le Shabak fonctionnait parfaitement bien. On me renseignait, on me téléphonait pour m'informer. C'est comme ça que l'on travaille. Vous pouvez imaginer que si la police possède des agents infiltrés dans les milieux de la drogue, alors le Shabak en possède également dans les implantations. Est-ce pourtant suffisant face à des jeunes toujours plus violents? Quelques centaines tout au plus en Israël, mais ces derniers, mineurs pour un grand nombre, s'expriment sans la moindre peur et à visage découvert. Je n'ai pas coopéré avec le Shabak ni avec ses interrogateurs, dans la mesure où ils combattent leur propre peuple. C'est un gouvernement étranger pour nous. Personne ne nous fera peur, pas le Shabak ni aucune autorité. Nous continuerons à nous battre jusqu'à l'édification d'un pays juif. La meilleure solution pour cet ancien cadre du Shabak, changer la loi. Nous utilisons les mêmes procédures, que ce soit contre les Arabes ou contre les Juifs. Mais on ne peut pas passer des heures de traque et arrêter un jeune qui a écrit des graffitis ou crever des pneus pour que ce dernier passe devant un tribunal civil et reçoive tout au plus une amende de quelques centaines de shekels. À partir du moment où tu qualifies ces actes de terrorisme, les règles du jeu changent et on peut les traduire devant un tribunal militaire où ils prendront beaucoup plus cher. La solution sécuritaire existe, reste donc aux leaders politiques à l'appliquer. Pour la première fois, un drone américain a quitté tout à l'heure une base aérienne de Turquie pour aller bombarder des positions de l'État islamique. La Turquie qui annonce justement qu'elle va lancer sa propre guerre contre l'État islamique en Syrie. Pour l'instant, il ne s'agissait que de quelques frappes aériennes. Tout de suite, les explications de Joseph Emmanuel. La Turquie se dit prête à entrer en guerre contre l'État islamique. Des combats qui auront lieu sur le sol syrien. Une annonce du chef de la diplomatie turque alors qu'il rencontre son homologue américain en Malaisie. Cela fait des semaines que les États-Unis poussent leur allié historique à accentuer la lutte contre Daesh. Mais Ankara s'est jusqu'à présent montré très réticent à le faire. L'attentat de Souroudj en janvier dernier allait changer la donne.
Au nom de mon peuple, je condamne et je maudis ceux qui ont commis un tel acte de brutalité. Une attaque suicide qui faisait plus de 30 morts dans cette ville à proximité de la frontière syrienne. La première attaque de Daesh en Turquie. Depuis, Ankara a opéré un changement radical. Elle autorise la coalition mise en place par les Américains pour frapper l'État islamique à utiliser ses bases aériennes. De son côté, le Conseil militaire turc s'apprête à renouveler de fond en comble son état-major. Mais rien n'est simple dans cette guerre contre Daesh. Une guerre aux multiples ramifications, une guerre qui contient aussi d'autres guerres. Car cette attaque à Suruç est également l'attaque responsable du conflit entre la Turquie et les Kurdes. Au lendemain de l'attentat, le PKK assassine 2 policiers turcs qui l'accusent de coopérer avec l'État islamique. Depuis, la Turquie combat les djihadistes et le PKK, essentiellement dans le nord de l'Irak. Une entrée en guerre à l'origine contre les islamistes que beaucoup d'observateurs voient comme l'occasion de combattre surtout les nationalistes kurdes. Mais les avancées de l'État islamique font aujourd'hui peur à Ankara. Pièce maîtresse de l'OTAN, la Turquie n'a plus le choix. Elle devra collaborer avec l'Amérique pour contenir l'avancée djihadiste. La Turquie aurait proposé à plusieurs pays, dont la France, d'entrer dans le conflit et d'utiliser ses bases aériennes, ce que les Américains font déjà à Incirlik. Le Quai d'Orsay dit réfléchir à la question, mais François Hollande a répété que la France n'interviendrait pas militairement en Syrie, et ce, sous quelque forme que ce soit. Si vous avez l'habitude de prendre l'avion, vous avez certainement déjà observé cet écran qui permet aux passagers de suivre la trajectoire de l'appareil en temps réel à bord. Eh bien, surprise récemment, sur un vol Air France, un passager a vu cette même carte s'afficher, mais sans la mention de l'État d'Israël. Julia Ganancia, bonsoir, on en parle avec vous. Bonsoir. Il y avait d'autres États, mais pas Israël. Effectivement, Jean-Charles, et vous allez pouvoir en juger vous-même par ces images qui vont apparaître sur l'écran. La compagnie aérienne Air France a tout simplement fait disparaître l'État d'Israël des cartes diffusées en vol aux passagers. Alors on voit pourtant très clairement la Cisjordanie et la bande de Gaza, mais pas d'Israël. Alors il y a d'abord eu une photo qui a été postée le 31 juillet sur la page Facebook de l'organisation pro-israélienne Stand With Us, et ensuite, évidemment, ça a été énormément partagé sur les réseaux sociaux. Plusieurs voyageurs avaient noté cela et avaient pris des photos qu'ils avaient partagées sur les réseaux sociaux. Le président du CRIF, Roger Kuckerman, s'est aussi servi de Twitter pour dire mardi sur son compte qu'il avait lui-même écrit au PDG d'Air France pour lui faire part de son étonnement. Alors, Air France a-t-elle succombé au fameux BDS, en rayant littéralement Israël de la carte ? Bien, difficile à dire, Jean-Charles, mais ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que la rédaction d'I24 a tenté de joindre la compagnie aérienne qui a réagi en nous envoyant son communiqué de presse que je vais vous lire. Air France travaille avec des fournisseurs éditeurs de logiciels pour ses cartes interactives. Certaines de ces cartes présentent une incohérence d'affichage des données géographiques. Cette anomalie n'étant en aucun cas le résultat d'un choix délibéré. Tout est en œuvre pour corriger au plus vite cette situation. Eh ben voilà, donc sans doute peut-être une erreur. Merci Julia Ganancia, une affaire en tout cas qui a suscité un certain émoi. Dans un instant, la suite. Discours fleuve de Barack Obama de près d'1 heure pour défendre l'accord sur le nucléaire iranien. Il a prévenu le Congrès, si cet accord est rejeté, ce sera la guerre et la fin de la crédibilité américaine sur la scène internationale. Nouvelle vague d'arrestations dans les milieux extrémistes juifs en Israël dans l'enquête sur la mort du bébé palestinien. Plusieurs jeunes, dont certains placés sous le régime de la détention administrative. Ils seront emprisonnés pour une période de 6 mois avant le moindre procès. Et puis, nouveau drame de migrants probable ce soir en Méditerranée, au large de la Libye, où une embarcation a fait naufrage, alors qu'en France, la crise des migrants prend un tour polémique avec un affrontement Marine Le Pen-Manuel Valls aujourd'hui. Et donc ce nouveau drame en mer Méditerranée, un bateau qui a fait naufrage au large de la Libye. On craint déjà qu'il y ait plusieurs centaines de victimes. En tout cas, les secours sont déjà sur place et on dirait que des dizaines de rescapés ont pu être récupérés. Océane Nicole.
La Méditerranée a été une nouvelle fois le théâtre d'un naufrage. Ce mercredi, un bateau de pêche chargé de plusieurs centaines de migrants a chaviré au large de la Libye. Le navire surchargé avait appelé à l'aide les gardes de côte de Catane, en Sicile, après l'approbation de Rome qui coordonne les secours de migrants dans le sud de l'Italie. 2 bateaux qui patrouillent régulièrement dans la zone sont arrivés en secours. Ces renforts sont dépêchés par Médecins sans frontières et par la marine irlandaise. Et c'est le navire irlandais qui est arrivé le premier sur les lieux. Mais après s'être approché du bateau, ce dernier s'est retourné en raison de son surpoids. Le porte-parole des gardes-côtes a affirmé que ces bateaux de transit de migrants sont généralement surchargés, ce qui conduit au naufrage le plus souvent. Il suffit en effet qu'un des passagers se lève pour que l'embarcation chavire. En fin de matinée, une militante italienne avait reçu l'appel au secours de plusieurs Syriens en détresse à bord d'un bateau contenant plus de 600 passagers. Selon les gardes-côtes, il s'agit sûrement du même bateau. Les opérations de secours ont déjà permis de repêcher plus d'une centaine de survivants. 4 bateaux supplémentaires sont attendus en renfort sur place. Et en France, la crise des migrants continue d'agiter la classe politique face aux pressions sur Calais notamment et puis sur plusieurs centres d'hébergement à Paris. Le gouvernement se retrouve attaqué par le Front National qui a fait de l'immigration son sujet de prédilection depuis des années. Léa Volbert. Marine Le Pen s'invite dans le débat sur l'immigration clandestine. La chef de file du Front National s'est exprimée ce mercredi au micro d'RTL. Elle accuse frontalement ce qu'elle appelle l'UMPS d'être à l'origine des débordements actuels. La réalité, c'est que c'est l'UMPS le responsable. Ce sont eux qui ont créé les conditions d'attractivité de la France à l'immigration clandestine. Ce sont eux qui ont mis en place l'aide médicale d'État pour les clandestins. Ce sont eux qui ont élargi au fur et à mesure du temps le droit d'asile. Marine Le Pen ajoute déplorer la prochaine mise à disposition de logements d'urgence supplémentaires à Paris pour les migrants. Elle qualifie ce projet de honte pour la France. Réponse immédiate de Manuel Valls. La solution est d'abord en Afrique avec la résolution des conflits. Elle est d'abord européenne. Il faut une organisation de nos frontières. C'est vrai à Vintimille avec l'Italie, c'est vrai avec la Grande-Bretagne. Manuel Valls ajoute qu'il est impératif de rester ferme sur le respect des règles, de reconduire aux frontières les migrants qui sont en situation irrégulière et de conclure « La différence entre Marine Le Pen et moi, c'est que moi, je gouverne ». Depuis le mois de janvier, près de 188 000 migrants sont arrivés par la Méditerranée, principalement en Grèce et en Italie. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, près de 2000 d'entre eux ont péri dans leur traversée. On parlait tout à l'heure de ces vagues d'arrestations qui se poursuivent dans les milieux extrémistes juifs en Israël, dans l'enquête sur la mort du bébé palestinien, avec évidemment au centre de ces opérations la détention administrative, qui est donc maintenant appliquée à tous les suspects, pas seulement aux Palestiniens. On va en parler dans un instant sur un plan juridique, mais tout d'abord on rappelle le principe énoncé d'ailleurs il y a quelques jours par le ministre de la Défense israélien, Moshe Ya'alon. Nous avons l'intention de lutter contre le terrorisme juif sans compromis. C'est un combat pour l'identité de ce pays et nous n'avons pas l'intention d'y renoncer. Le gouvernement a pris hier des décisions importantes et a suivi mes recommandations de procéder à des détentions administratives. C'est une mesure drastique que nous utiliserons à chaque fois qu'il sera difficile de faire traduire en justice des suspects, et ce même s'il existe des indications sur leur responsabilité dans des attentats. Nous n'hésiterons pas à avoir recours à des mesures drastiques pour éviter que le sang ne coule encore. Je le répète, c'est un combat pour l'identité de ce pays et nous envisageons d'autres mesures pour que ces terroristes soient jugés. Voilà donc pour ce principe qui effectivement pose en tout cas une question juridique et puis aussi morale. On va en parler avec 2 avocats. Bonsoir Yom Tov Kalfon. Bonsoir, merci d'être là. Bonsoir Emmanuel Charbit. Bonsoir, alors en tant qu'avocat d'abord l'un et l'autre, est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que c'est évidemment un principe qui n'est pas très bon pour les droits de la défense? Vous êtes contre ou pas cette mesure? Non, cette disposition doit exister, surtout dans un pays comme le nôtre, où nous vivons une situation sécuritaire assez particulière. Elle doit exister. Après, c'est surtout dans l'application. Est-ce que l'application va être abusive, oui ou non? Est-ce qu'elle est toujours justifiée? Donc c'est là, à ce niveau-là, où c'est vrai que ça limite les droits, ça limite les libertés individuelles. On rappelle que c'est mettre en prison, en fait, un individu sans procès. Et ce, pendant un certain temps donné, car on le considère comme une bombe à retardement, donc il faut le mettre en prison.
c'est une prise donc de la liberté on prend la liberté d'un individu sans qu'il ait eu la possibilité de se défendre et d'aller devant un tribunal, de prendre un avocat et de présenter son dossier. Souvent, il ne sait même pas de quoi il est accusé. Donc oui, c'est vrai que ça serait moins adapté dans des pays, on va dire, avec une situation sécuritaire plus calme. Je dirais en Suisse, par exemple, ça ne serait pas adapté que ce genre de disposition existe. Mais malheureusement, dans notre région, nous en avons encore besoin. Alors, il faut rappeler que ça existe en Grande-Bretagne, parce que c'est les Britanniques qui l'ont amené ici, parce qu'il y avait le problème du terrorisme de l'Iran aussi, donc c'est pas un peu uniquement présent dans en certains Israël, pays occidentaux, c'est appliqué, et ça existe aussi notamment aux États-Unis depuis le 11 septembre avec le Patriot Act, et là-bas il est appliqué assez largement même. Alors Emmanuel Charbit, vous approuvez ou pas cette décision? Ni je l'approuve, ni je la désapprouve, elle est dans la loi. Même la Cour suprême s'est prononcée en faveur de la légalité de cette mesure. Dans le cas précis, le conseil juridique spécial du gouvernement a approuvé la demande qui lui a été faite par le Premier ministre. Le ministre de la Défense lui-même a signé ce document permettant une détention administrative. La question est donc plutôt de savoir, comme le disait Yom Tov, si justement ça va être utilisé abusivement. Mais il y a un moyen de contrôler ou pas? Juste encore un mot, à en voir ce qui s'est passé. La précédente date de 2006. C'est-à-dire qu'on n'est pas... Et c'était à l'époque de l'Itnatkout, donc du retrait de Gaza, à un moment qui était également extrêmement chaud en termes de risques sécuritaires venant du camp israélien juif. C'est la première depuis 2006. Espérons que ça ne soit pas renouvelé de manière abusive et de manière régulière. Mais encore une fois, s'ils le font, si le gouvernement décide de mettre quelqu'un en détention administrative, donc sans lui donner parfois les raisons de sa détention, s'il y a fort à parier qu'il y a contre cette personne des risques visant l'ordre public. Mais on a vu pour certains Palestiniens récemment, il y en a un qui a été libéré, qui a passé 11 mois et qui a fait une grève de la faim. Et puis, il faut savoir que le détenu a une possibilité de passer devant un tribunal. C'est-à-dire qu'il n'a pas de procès, mais c'est pas que le système juridique n'est pas lié à cette procédure. Il y a un tribunal, après 48 heures, il faut aller devant un juge qui encore une fois donne son approbation sans pour autant juger, mais il donne son approbation du moins minimale, et il y a toujours une possibilité de faire appel et de monter jusqu'à la Cour suprême. Et comme ça a été dit, la Cour suprême jusqu'à présent a toujours approuvé ce genre de mesures. Alors, mais je reviens à ma question parce que vous êtes avocat. L'un et l'autre, si vous avez affaire à un client qui est sous le type de cette mesure, est-ce que vous avez un contrôle, un moyen de contrôler ce qui se passe? Est-ce que vous avez accès au dossier normalement? Qu'est-ce que ça représente pour défendre justement un client? C'est tout le problème des détentions administratives. C'est-à-dire qu'on se retrouve seul face à l'État, face à la censure que l'État et que l'armée, si l'armée est forcément partie prenante du dossier, puisque c'est le ministre de la Défense qui signe l'acte de détention provisoire. Donc on est forcément sans armes. Les seules armes que l'avocat peut avoir, c'est les ramifications qu'il va pouvoir trouver. C'est donc du factuel, mais du factuel qui est encore une fois limité, puisque une personne qui va être du jour au lendemain, qui va se retrouver avec un acte de détention administrative, ne s'en doutait pas. Il pouvait peut-être se douter si c'est quelqu'un qui est effectivement dans des groupes terroristes ou visant des actions terroristes, mais quelqu'un qui ne le voyait pas venir, parce qu'il ne se retrouve pas dans des sectes extrémistes ou dans des mouvements extrémistes, on se retrouve avec bien peu d'armes. On a vu tout à l'heure la famille d'un jeune qui, cette procédure est appliquée, qui est d'origine américaine, qui s'appelle Mayer, qui a 18 ans et qui est donc placé en détention administrative parce qu'il appartient à cette mouvance extrémiste. Eh bien, ses parents ont dénoncé une procédure abusive, antidémocratique. Est-ce qu'Israël est attaquable là-dessus? Est-ce que ça peut occasionner des poursuites, par exemple, à l'étranger devant une cour internationale? Alors, au niveau du droit international, cette disposition est légale. Est légale, mais sous condition. C'est-à-dire ce que, notamment, la 4e convention de Genève fixe, c'est que on peut faire ce genre d'arrestation à condition que c'est une mesure de prévention et pas de punition. C'est-à-dire que qu'on a, c'est ce qu'on appelle le phénomène de la bombe à retardement. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un individu quelque part qui va faire un acte terroriste dans les jours, les mois à venir, et on veut l'empêcher d'agir. Nous n'avons pas encore assez de preuves pour ouvrir contre lui une procédure habituelle, mais on veut le neutraliser tout de suite. Car si on ne le neutralise pas tout de suite, il y aura un drame. Donc on veut éviter le drame. C'est pour ça que cette disposition existe, et le droit international le permet, évidemment, en mettant des conditions. Il faut que ça soit limité dans le temps. Il faut savoir que ça peut être que jusqu'à 6 mois.
renouvelable, mais en tout cas, ça ne peut pas être plus de 6 mois. Au bout de 6 mois, on est obligé, encore une fois, de revenir devant le tribunal, de refaire toute la procédure d'autorisation. Le document est signé, en tout cas pour des Israéliens, par le ministre de la Défense lui-même, c'est-à-dire pas par un fonctionnaire on va dire de niveau, voilà. Mais c'est quand même le ministre lui-même en personne qui signe le document. Donc on imagine qu'un ministre ne va pas poser sa signature sur un document sans y avoir au préalable fait toutes les vérifications nécessaires. Emmanuel Charbit. Pour revenir sur les propos des parents de ce jeune homme qui forcément se retrouve sans voix par rapport à ce qui leur arrive, c'est pas ça qu'on peut critiquer, mais ils sont américains et ils reprochent une mesure antidémocratique dans un pays où justement il y a des lois qui ont limité depuis plus d'une dizaine d'années les libertés individuelles. Donc c'est un peu l'arroseur arrosé, même si malheureusement, je vous dis encore une fois, ils se retrouvent dans une situation qui est fort peu agréable. Pour ce qui est de la mesure 6 mois, comme le disait Yom Tov, encore une fois, on prend le suspect, on le met sur la touche et on se donne 6 mois pour enquêter, pour justement réussir à retrouver les ramifications qui vont permettre à l'État d'empêcher un acte, ou en tout cas d'empêcher d'empêcher l'acte, ou en tout cas sa concrétisation. Donc, encore une fois, quand on est dans un pays comme Israël, mais quand on est dans un pays qui est, comme la plupart aujourd'hui des pays occidentaux, qui sont face à des menaces terroristes, la mesure administrative, bien qu'elle ne permette pas, au suspect ou à sa famille ou à son avocat d'avoir beaucoup d'armes, c'est peut-être la seule, tout en étant légale, qui va permettre justement de ralentir tout ça. Pourquoi ? Parce que face au terrorisme, l'État démocratique n'a pas d'armes, ou peu. Sa seule arme aujourd'hui, c'est la détention administrative. Donc il faut le placer dans ce contexte de menace terroriste. Alors justement, le fait de l'avoir élargi à des extrémistes juifs, donc israéliens, avant c'était pour les Palestiniens uniquement, ou principalement, c'est un débat qui se pose, où finalement la loi doit être la même pour tous, et c'est normal que ça puisse s'appliquer aujourd'hui. Moi je pense que la loi doit être la même pour tous. C'est pas que ça a été c'est-à-dire l'application a été, la loi est la même pour tous à l'heure actuelle. Ce fameux texte de loi qu'on a hérité donc du mandat britannique et pour tous. Sauf que c'était pas appliqué actuellement à ce qu'on appelle aux organismes, ce qu'on appelle en hébreu le tag mechir, le prix à payer, qui n'était pas jusqu'à aujourd'hui considéré comme des organismes terroristes, mais comme des organismes un peu du vandalisme. Car il est vrai que jusqu'à ce malheureux cas qui a eu lieu donc la semaine dernière, l'essentiel de ces c'était des cas de vandalisme essentiellement, avec des graffitis sur les murs. À partir du moment où ça passe à des situations aussi graves où un enfant donc a été tué par ces actes, alors on rentre dans le cadre donc du terrorisme et c'est pour ça qu'on peut appliquer, c'est ça ce que le ministre de la Défense a fait. Maintenant on peut appliquer cela aussi à des citoyens israéliens qui sont liés à ce genre de groupe. Je pense que c'est normal, et encore une fois dans le cadre que cela ne soit pas utilisé de manière abusive, aussi bien pour les Palestiniens que pour les Israéliens. Toujours rester dans ce cadre, c'est une disposition exceptionnelle. À l'heure actuelle, j'ai vérifié les chiffres, on parle de quelques centaines par an de cas, ça veut dire sur tous les problèmes sécuritaires qu'a Israël, on parle, à un moment donné c'est même descendu en dessous de 100, aujourd'hui je crois que c'est 300 à cause de ce qui s'est passé pendant l'opération de juillet 2014, etc. Donc c'est une mesure exceptionnelle et on doit faire attention qu'elle reste exceptionnelle et qu'on n'ait pas la tentation pour, je ne sais pas, pour des raisons d'image ou d'avoir la tentation d'utiliser cette mesure un peu trop pour un peu calmer les esprits. Non, elle doit être utilisée essentiellement dans le cas où il y a une nécessité, pas faire d'abus. Emmanuel Charbit, vous êtes d'accord, le fait qu'elle s'applique aujourd'hui à tout le monde, finalement, pas seulement aux Palestiniens, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Un citoyen israélien, qu'il soit juif, arabe, chrétien ou sans religion affirmée, il doit être soumis aux mêmes lois. Mais je crois surtout que c'est un signe très fort qui est envoyé aux extrémistes juifs, donc pour parler d'eux, en train de dire voilà, vous êtes prêts à passer la frontière de la légalité, aller jusqu'au meurtre. Voilà, nous, l'État, l'arme que nous avons. On est capable de vous prendre, de vous mettre sur la touche pendant 6 mois pour enquêter sur qui vous êtes, sur vos ramifications, sur vos groupes, et c'est le seul moyen pour nous de casser ce système. Il faut quand même savoir pourquoi ça a eu lieu. En un week-end, on a eu 2 actes dramatiques dans ce pays qui ont remis sur le devant de la scène les failles de la société israélienne. Et je crois que c'est véritablement un signe qui est montré par le gouvernement. On ne laissera pas passer ça. Et ben voilà, merci à vous deux, merci Emmanuel Charbit, merci Yom Tov. Quel fond. Ils sont des milliers à quitter l'Ukraine depuis quelques mois pour rejoindre Israël. La communauté juive de ce pays fuit à la fois les combats entre rebelles pro-russes et l'armée ukrainienne, mais aussi les persécutions, car les juifs d'Ukraine se retrouvent très souvent pris entre 2 feux. Reportage Elsa Mimoun.
Il y a un mois, Roman, jeune Ukrainien d'origine juive, quittait son pays natal avec sa femme pour s'installer dans un kibboutz du nord d'Israël. Ce jeune avocat de formation, originaire de Donetsk, a vu sa vie changer depuis le début du conflit dans l'Est ukrainien en 2014, dirigé à présent par les séparatistes pro-russes. Un matin, des rebelles sont arrivés à mon travail, une unité de 5-6 hommes avec Kalachnikov à la main, et ils m'ont emmené en prison pour m'interroger. Accusé d'espionnage au profit des nationalistes ukrainiens, Roman est placé en isolement, dans le noir, battu. Il ne reçoit ni eau ni nourriture pendant près de 12 heures. J'ai vu un homme là-bas qui avait été tabassé. Il y avait beaucoup de sang. Je voulais lui demander son nom, mais il ne pouvait même pas parler après avoir été libéré. J'ai vu aux informations qu'un homme avait été retrouvé mort à côté de l'endroit où nous avions été retenus. Je n'ai jamais su s'il s'agissait de la même personne. Face au conflit qui n'en finit pas et à la montée de l'antisémitisme, très présent notamment sur les réseaux sociaux, Roman décide de quitter l'Est ukrainien pour la capitale Kiev, puis Israël, laissant derrière lui sa famille et son travail. C'est la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale que nous avons des réfugiés en provenance de l'ancienne République soviétique. Ils sont environ 400 000 en tout et en Ukraine, on ne sait pas exactement. Entre 50 et 70 000 sont toujours là-bas, mais ils partent nombreux de plus en plus chaque jour. Les gens qui viennent ne sont pas des SDF, mais des professionnels, des businessmen, des avocats, des banquiers. Ils ont dû tout laisser derrière eux. Et beaucoup arrivent traumatisés après avoir été kidnappés, torturés ou encore obligés de porter et d'enterrer des corps pour une poignée d'argent. Les séparatistes font pression sur les gens qui ont un point de vue différent d'eux. Ma famille se cache et ne dit pas qu'elle est contre les séparatistes. Je suis inquiet pour eux. Il y a un mois, une roquette a atterri à 30 mètres de leur maison. Même si pour Roman, sa vie est désormais ici, en contact avec sa famille par Internet chaque jour, il garde l'espoir de pouvoir retourner les voir dans un futur proche. Cela fera 70 ans exactement. Demain, le monde se retrouvait confronté à la réalité de l'arme nucléaire. Une bombe atomique était larguée sur Hiroshima, au Japon, par les Américains, afin d'accélérer la fin de la Seconde Guerre mondiale. Rappel des faits, Maël Benoliel. Au matin du 6 août 1945, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la bombe nucléaire est utilisée. 7 décennies plus tard, les cicatrices sont toujours bien présentes à Hiroshima. Surnommée par les Américains Little Boy, la bombe à uranium explose à 600 mètres au-dessus de la ville. La température grimpe alors jusqu'à 1 million de degrés. L'équivalent de 16 000 tonnes de TNT dévaste la ville du sud du Japon. Keiko Ogura avait 8 ans à l'époque. Elle se situait à 2 km de l'hypocentre quand la bombe a explosé. Le souffle de l'explosion était si important que je me suis retrouvée propulsée au milieu de la route où j'ai perdu connaissance. Le dôme d'Hiroshima est une des seules constructions à avoir résisté au choc. Le tramway de la ville, quant à lui, s'est imposé comme le symbole de la reconstruction. 2 wagons qui ont survécu à la bombe d'uranium circulent encore dans la ville. Hiroshima est une ville victime de la bombe atomique et nous devons vivre avec cette histoire. Ce sont aussi bien les survivants, les bâtiments que ce simple tramway qui en transmettent le message. Une bombe qui a été lâchée depuis 7 avions. Le Enola Gay a été rénové à l'occasion des commémorations du 70e anniversaire de la bombe atomique américaine. Ils étaient environ à 30 000 pieds au-dessus d'Hiroshima quand Tom Ferby, le navigateur, a lâché la bombe. Ça a pris 40 secondes avant qu'elle n'explose au-dessus du centre-ville. 140 000 personnes, soit un peu moins de la moitié des habitants de la ville, meurent dans l'explosion ou dans les jours qui suivent sous les effets des irradiations. Des morts à qui ces 170 écoliers venus des 4 coins du Japon rendent hommage en marge des commémorations. Parmi les victimes, jeunes ou vieux, beaucoup d'enfants de mon âge sont également décédés sans avoir leurs rêves remplis. Je me rends compte aujourd'hui que la mort est une chose terrible. Quelques jours après Hiroshima, les Américains décident de bombarder une autre ville japonaise, Nagasaki. Une bombe atomique, là encore, qui mettra un terme définitif à la Seconde Guerre mondiale.
Alors, on est en ligne avec Jean-Marie Collin, qui est un expert justement en matière de non-prolifération des armes nucléaires. Vous avez écrit ce livre, Arrêter la bombe, publié aux éditions du Cherche Midi. Bonsoir, Jean-Marie Collin. Bonsoir. Alors, est-ce que vous avez l'impression que 70 ans après, ces images d'Hiroshima que l'on revoit là ont servi d'avertissement au monde, ou est-ce qu'au contraire, on n'a pas retenu les leçons de ce qui s'est passé ? Il faut penser plutôt que malheureusement, nous n'avons pas retenu les leçons d'Hiroshima et de Nagasaki, parce que tout d'abord, au départ, elles ont été quelque peu cachées, mais aussi puisqu'aujourd'hui, nous avons toujours 9 États à travers le monde qui disposent d'un peu plus de 15 000 armes nucléaires, des États qui, pour tous, dans leur majorité, poursuivent des programmes de modernisation, c'est-à-dire qu'ils engagent des programmes pour conserver les armes nucléaires pour les 30, 50, 60 prochaines années. Donc, la leçon d'Hiroshima, pour l'instant, n'a pas encore été retenue. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup, évidemment, de nucléaire avec ce qui se passe, évidemment, entre l'Iran et le monde occidental. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression qu'il y a encore une menace nucléaire ? Est-ce qu'on pourrait imaginer encore l'utilisation de cette arme parce qu'on sait finalement que ça aurait des conséquences dramatiques ? Bien sûr qu'on peut imaginer l'utilisation de cette arme puisque 9 États possèdent ces armes nucléaires et que ces 9 États, en fait, engagent des programmes, des scénarios pour pouvoir frapper un ennemi, quel qu'il soit, avec leurs différentes armes nucléaires. Donc c'est faux de dire que c'est une arme de non-emploi. C'est une expression, vous savez, qui est très employée dans la politique française, par exemple. Des scénarios sont prévus pour pouvoir envoyer des missiles balistiques, des missiles de croisière sur différents États. Il est évident que le risque est moindre, mais tant que vous avez une arme de destruction massive comme les armes nucléaires qui existent, il y a cette possibilité que des États l'utilisent. On pense souvent aussi à l'Inde et au Pakistan. Le Pakistan qui, le mois dernier, a à nouveau prévenu l'Inde qu'en cas d'invasion sur son territoire par des forces conventionnelles, n'hésiterait pas, par exemple, à utiliser des armes nucléaires. Et comme vous l'avez souligné, les conséquences seraient catastrophiques, pas seulement pour la zone où elle serait utilisée, mais bien pour l'ensemble de la planète. Aujourd'hui encore, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des traces de ce qui s'est passé à Hiroshima, on va dire des traces radioactives, ou est-ce que c'est aujourd'hui les effets sont estompés ? Non, il faut voir qu'il n'y a plus d'effets radioactifs, comme vous le dites, pour une raison assez simple, je dirais. La ville a été complètement nettoyée au lendemain d'Hiroshima. Il y a eu des milliers, on le sait peu, mais de milliers de soldats américains qui se sont déplacés sur la ville pour nettoyer la ville. Et puis, malheureusement, il y a eu aussi, dans les mois qui ont suivi ce drame d'Hiroshima, un tsunami. Je crois que c'était en septembre 1945, qui a aussi eu en quelque sorte un effet pour nettoyer l'ensemble des retombées radioactives qui étaient sur cette ville. Donc, il n'y a plus de risque de contamination si on veut. Par contre, il faut quand même souligner qu'il y a encore des centaines, voire quelques milliers de personnes qui souffrent des effets de la bombe atomique de 1945. Merci beaucoup pour ce témoignage, Jean-Marie Collin. Je rappelle que vous avez donc écrit ce livre, Arrêter la bombe, publié aux éditions du Cherche Midi. C'est officiel depuis quelques instants maintenant, et c'est même le Premier ministre malaisien en personne qui l'a annoncé en direct à la télévision. Le débris d'aile retrouvé sur une plage de l'île de la Réunion cette semaine et qui est expertisé depuis aujourd'hui en France, à Toulouse, est bien celui du vol MH370. C'est bien un morceau du Boeing 777 qui s'était donc abîmé en mer. C'est une certitude maintenant avec donc l'expertise réalisée en France. On devrait avoir d'un instant à l'autre une déclaration du procureur de la République de Paris, mais en tout cas le Premier ministre, lui, vient de l'annoncer, le Premier ministre malaisien vient de l'annoncer en direct à la télévision de son pays. On revient d'abord sur cette expertise qui a commencé aujourd'hui avec Julia Ganancia, et puis on écoutera sans doute le procureur d'un instant à l'autre. Experts et enquêteurs sont arrivés ce mercredi à Toulouse. Le mystère autour du vol MH370 de la Malaysia Airlines est peut-être sur le point d'être résolu. Un débris d'avion d'environ 2 mètres carrés a été retrouvé le 29 juillet sur les rivages orientales de l'île de la Réunion. La pièce en question est un fragment d'aile qui doit être analysé. Les morceaux d'une valise ont également été retrouvés non loin. Ils seront expertisés dans un laboratoire de la région parisienne. Selon le ministère malaisien des Transports, le morceau
morceau d'aile a été officiellement identifié comme un morceau d'un Boeing 777. La probabilité qu'il s'agisse du vol MH370 disparu le 8 mars 2014 est réelle. Aucun autre accident aérien n'a impliqué ce type d'appareil dans cette région du monde. Officiellement, la date des résultats de ces expertises n'est pas connue, mais le vice-premier ministre australien affirme que la provenance du flaperon pourrait être connue dans la semaine. En attendant, les rumeurs se multiplient autour du mystère aérien et chaque découverte sur l'île de la Réunion fait l'objet d'un emballement sans précédent. Voilà, et donc confirmation de ce qu'on vous disait, le résultat a été beaucoup plus rapide que prévu, puisque dès ce soir, la Malaisie, par la voix de son Premier ministre, vient de confirmer, je vous le disais, qu'il s'agit bien donc d'un morceau de l'avion disparu du vol MH370, et que dans un instant, vous le voyez, la presse a été convoquée à Paris pour une déclaration du procureur de la République française, procureur de Paris, pour confirmer, sans doute, puisque vous le savez qu'une information judiciaire avait été ouverte à Paris à la suite de la découverte sur cette plage de l'île de la Réunion de ce morceau de l'avion dont on soupçonnait qu'il s'agissait déjà d'un morceau de Boeing 777, mais il fallait confirmer qu'il s'agissait bien du Boeing en question et donc du fameux vol MH370 dont pour l'instant on n'avait aucune trace. C'est le premier indice qui va peut-être permettre en tout cas de déterminer où l'appareil s'est abîmé et peut-être de reconstituer un scénario, car on ignore toujours si ce sont les pilotes qui ont précipité l'avion au fond de la mer ou bien s'il a connu une défaillance technique. Voilà, premier indice donc, en tout cas, confirmation qu'il s'agit d'un débris de ce vol MH370. La déclaration du procureur à suivre dans un instant dans le journal complet avec Daniel Atlan. Nous, on se retrouve dans une dizaine de minutes avec des images étonnantes des Jeux spéciaux olympiques. À tout à l'heure. Retour du Grand Direct avec une actualité en mouvement ce soir. On vous l'a dit, on attend d'un instant à l'autre une déclaration du procureur de la République de Paris qui doit confirmer ce qu'a annoncé tout à l'heure le Premier ministre malaisien en personne, à savoir que les débris retrouvés sur la plage de l'île de la Réunion sont bien ceux du vol MH370 qui s'est donc abîmé en mer il y a 17 mois et dont on était jusqu'à présent sans aucune nouvelle, sans aucune trace. Vous le voyez, les journalistes attendent à Paris. On ira évidemment dès que cette déclaration va démarrer. Autre information, on va y revenir dans un instant également, c'est l'accord survenu entre François Hollande et Vladimir Poutine à propos des 2 frégates qui empoisonnaient les relations entre la France et la Russie. La France avait vendu ses bateaux à la Russie, le conflit en Ukraine a éclaté, la France n'a pas voulu livrer ses bateaux. Résultat des courses, la France va rembourser l'argent payé par la Russie et va récupérer la propriété de ces 2 bateaux. Et puis il y a eu tout à l'heure, évidemment, c'est l'autre fait marquant de cette soirée, le discours de Barack Obama à Washington, université américaine de Washington, discours pour défendre l'accord sur le nucléaire iranien. Si cet accord n'est pas voté par le Congrès, a dit Obama, ce sera la guerre assurée avec l'Iran et Israël se retrouvera en première ligne. Et puis surtout, ce sera la fin de la crédibilité américaine sur la scène internationale. Et pour appuyer son discours et son argumentaire, Barack Obama a fait allusion aux erreurs du passé et notamment celle de l'invasion américaine en Irak. Écoutez. More than a decade later, we still live with the consequences. 10 ans plus tard, nous vivons encore avec les conséquences de la décision d'envahir l'Irak. Nos troupes ont achevé toutes les missions qui leur ont été données. Mais des milliers de vies ont été perdues, des dizaines de milliers de blessés, et sans compter les vies perdues parmi les Irakiens. Près de 1 000 milliards de dollars ont été dépensés. Aujourd'hui, l'Irak reste aux prises de conflits sectaires et l'organisation Al-Qaïda en Irak s'est transformée en celle de l'État islamique. Et ironiquement, le seul bénéficiaire de cette guerre dans la région était la République islamique d'Iran, qui a vu sa position stratégique renforcée par la neutralisation de son ennemi de toujours, Saddam Hussein. Je soulève cette question parce que maintenant, nous avons besoin plus que jamais d'une réflexion par rapport à notre politique étrangère.
Voilà, discours fleuve de Barack Obama, près d'une heure. On en parle avec François Hesbourg qui est en ligne avec nous. Il est conseiller spécial à la Fondation pour la recherche stratégique. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que vous êtes convaincu d'abord par l'argumentaire développé par Barack Obama qui dit finalement en substance, s'il n'y a pas d'accord, eh bien ce sera la guerre assurée avec l'Iran? Écoutez, c'était certainement un de ses meilleurs discours, peut-être même le meilleur en tant que président. Il a passé effectivement de l'ordre d'une heure à faire ce qu'il sait assez bien faire de temps en temps, c'est-à-dire à faire de la pédagogie. Malheureusement, force est de constater qu'il est assez difficile de le contredire lorsqu'il rappelle que les durées dans lesquelles s'inscrit l'accord, c'est-à-dire 15 ans de mesures particulières contre l'Iran, que cet accord-là gagne beaucoup plus de temps que n'en gagnerait même les bombardements contre l'Iran. Et il citait à l'appui de cette analyse les analyses des experts israéliens. Donc un discours extrêmement travaillé qui ne fera probablement aucune différence dans la vie politique américaine, extraordinairement polarisée, ou dans lequel les arguments rationnels ne sont pas particulièrement à l'honneur. Et à la fin, le Congrès votera non et Obama imposera son veto et le Congrès, très probablement, ne pourra pas surmonter le veto d'Obama. Mais en fait, si le Congrès devait y arriver, je vois mal l'Iran faire autre chose que de revenir à son programme et de faire la bombe. Ce serait la conclusion assez logique du rejet de l'accord dans de telles conditions. François Hesbourg, merci pour cette analyse. On va aller à Paris parce que le procureur de la République de Paris s'exprime tout de suite à propos du vol MH370. De l'expertise. Le 11 mars 2014, le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire suite à la disparition, le 8 mars 2014, du vol MH370 de la Malaysia Airlines, à bord duquel se trouvaient 239 personnes, dont 4 personnes de nationalité française. La présence des victimes françaises à bord de ce vol est l'élément juridique qui fonde la compétence de la justice française. La section de recherche de la gendarmerie des transports aériens a été saisie des investigations. Le 7 mai 2014, le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire du chef d'homicide involontaire et par la suite élargie au chef de détournement d'avion aggravé par la mort d'une ou plusieurs personnes et détournement d'aéronef ayant entraîné la mort d'une ou plusieurs personnes en relation avec une entreprise terroriste. Ce cadre d'enquête large permet aux juges d'instruction français, dont le seul but est de parvenir à la manifestation de la vérité, d'approfondir toutes les hypothèses soulevées. 3 juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris ont été désignés pour diriger l'enquête. Un juge d'instruction du pôle terroriste, un juge d'instruction du pôle accident collectif et le juge d'instruction initialement saisi du dossier. Les 3 juges d'instruction, avisés de la découverte du débris d'avion ou flaperon le 29 juillet 2015 sur une plage de l'île de la Réunion, ont délivré une commission rogatoire pour l'exploitation de ce flaperon. Ce débris d'aile a été acheminé depuis Saint-Denis de la Réunion jusqu'au centre de la Direction générale de l'armement technique aéronautique à Balma pour expertise judiciaire. Dès lundi 3 août, le juge d'instruction a reçu des représentants de la commission d'enquête aéronautique malaisienne et des autorités judiciaires malaisiennes, des représentants des autorités chinoises et australiennes, ainsi que les enquêteurs de la gendarmerie des transports aériens et un représentant du bureau d'enquête et analyse pour la sécurité de l'aviation civile.
Cet après-midi, à 15 h, les opérations d'expertise ont débuté au centre de la Direction générale de l'armement technique aéronautique à Balma, sous le contrôle et en présence de l'un des trois juges d'instruction saisis de l'enquête. Étaient également présents sur place à Balma un magistrat du parquet de Paris et les enquêteurs de la section de recherche de la gendarmerie des transports aériens. L'expertise est menée par un expert judiciaire en aéronautique inscrit sur la liste des experts auprès de la Cour de cassation, désigné par le juge d'instruction. C'est sous son autorité que les différentes opérations expertales sont effectuées. L'expert s'est en outre entouré de personnes qualifiées de la Direction générale de l'armement aéronautique et de 2 représentants du constructeur aéronautique Boeing. Ont également assisté à ces opérations d'expertise judiciaire au titre de l'enquête civile de sécurité coordonnée par la Malaisie, un certain nombre de personnes désignées par les pays concourant à cette enquête civile de sécurité civile. Le directeur de l'aviation civile de Malaisie, un représentant de Malaysia Airlines, ainsi que des experts en aéronautique des pays suivants: la Malaisie, la Chine, l'Australie, le Royaume-Uni, Singapour et la France. En l'occurrence, pour la France, un expert du bureau d'enquête et analyse pour la sécurité de l'aviation civile. Sur place, à Balma, l'expert judiciaire a procédé à l'ouverture du scellé contenant le flaperon. Au vu des constatations effectuées par l'expert, nous pouvons dire aujourd'hui qu'il existe de très fortes présomptions pour que le flaperon retrouvé sur une plage de l'île de la Réunion le 29 juillet 2015 appartienne bien au Boeing 777 du vol MH370 de la compagnie Malaysia Airlines disparu le 8 mars 2014 pour 2 raisons. Les représentants du constructeur aéronautique Boeing ont confirmé que le flaperon provenait bien d'un appareil Boeing 777, et ce en raison de ses caractéristiques techniques, dimension, couleur, structure des joints. Deuxième raison, les représentants de la compagnie Malaysia Airlines ont communiqué des éléments de la documentation technique du Boeing 777 du vol MH370. Sur cette base, il a été permis d'effectuer un rapprochement entre la pièce examinée par l'expert et le flaperon du Boeing 777 du vol MH370 au regard de leurs caractéristiques techniques communes. Ces très fortes présomptions seront à confirmer par des analyses complémentaires qui débuteront dès demain matin dans le laboratoire de la Direction générale de l'armement technique aéronautique. Je ne suis pas en mesure ce soir de vous préciser à quel moment les résultats de ces analyses seront connus. Les experts mènent leurs travaux dans les meilleurs délais afin de pouvoir apporter une information complète et fiable le plus rapidement possible aux familles des victimes à qui nous pensons ce soir. S'agissant du morceau de valise découvert à proximité du débris d'avion et contenu dans le même coffre que le flaperon durant son transport, il a fait l'objet d'un scellé qui sera acheminé et analysé par l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale dans les meilleurs délais. Bien entendu, nous vous tiendrons informés du résultat des expertises et des investigations. Je vous remercie. Voilà, donc vous l'avez entendu, un peu plus de prudence, hein, mais quand même de forte présomption, c'est le terme qu'a utilisé le procureur adjoint de Paris pour qualifier donc les premières expertises, car tout cela reste à confirmer. Ce sera fait sans doute demain, puisque les experts, comme l'a dit le procureur adjoint, vont continuer de travailler, mais il y a donc de très fortes présomptions, sur la base notamment des documents techniques fournis par la compagnie Malaysian Airlines, et bien que ce morceau d'aile retrouvé soit bien celui du vol MH370. Le Premier ministre malaisien, lui, a été
beaucoup moins prudent. Pour lui, il est formel ce soir. Eh bien, c'est bien un morceau du vol disparu et cela permet donc de confirmer que l'avion s'est abîmé en mer dans l'océan Indien, vraisemblablement. Reste à savoir où et ce sera maintenant l'une des phases peut-être qui permettra à l'enquête de progresser. Mais donc très forte présomption, c'est le terme qu'a utilisé ce soir le procureur adjoint de Paris et donc les analyses se poursuivent demain pour confirmer à 100% maintenant eh bien, qu'il s'agit bien d'un morceau de cet avion et donc de ce vol disparu. On va terminer, nous, avec une découverte archéologique, cette fois en Israël. Et ce sont des inscriptions datant de près de 2000 ans qui ont été retrouvées dans un ancien bain rituel et qui fascinent les archéologues. Pourquoi ? Joseph Emmanuel. C'est sur ce chantier, comme il y en a des centaines en Israël, qu'une découverte extraordinaire vient d'être faite. Nous sommes à Jérusalem et en creusant quelques mètres sous terre, les ouvriers sont tombés nez à nez sur une ouverture. Le linteau de pierre est dans un parfait état. Ce qui était il y a 2000 ans une porte ouvre sur une antichambre flanquée de bancs. Sur les murs, des inscriptions codées. Une rareté, mais plus rare encore. Nous sommes ici dans un antique bain rituel de l'époque du Second Temple. Mais contrairement aux découvertes classiques, habituelles dans ce pays chargé d'histoire, ces inscriptions ne se laissent pas facilement déchiffrer. Un arbre et d'autres espèces de plantes, une menorah, plus insolite, un cœur, mais également des inscriptions en araméen et en hébreu, des mots écrits en lettres cursives, l'usage à la fin de la période du Second Temple. L'état de conservation est jugé excellent, ce qui facilitera le travail des archéologues, une tâche qui s'annonce d'ores et déjà compliquée. Car reste à découvrir le mystère de ces inscriptions, et déjà les spécialistes s'orientent vers les prénoms d'une famille ou tout simplement de l'art visuel. Certains symboles peuvent être interprétés comme laïques, d'autres sont à l'évidence des symboles spirituels et religieux. Les historiens du judaïsme parlent d'une découverte inestimable. Ce site vient appuyer un peu plus l'antique présence juive à Jérusalem avant l'exil. Mais une question principale demeure, pourquoi ces inscriptions ont-elles été faites dans un bain rituel ? Et toutes les réponses semblent encore une possibilité. De simples graffitis, un message religieux ou spirituel, peut-être aussi un appel à l'aide suite à un événement traumatisant. Ces inscriptions datent exactement de la période de destruction du temple de Salomon, un événement qui prenait place en 70 de notre ère et qui marquait le commencement pour le peuple juif de 2000 ans d'exil. Voilà, fin du Grand Direct. Dans un instant, nouveau rappel complet de l'actualité avec beaucoup d'événements, vous l'avez vu ce soir, qui eh bien, font bouger cette actualité. Ce sera avec Daniel Atlan. Bonne soirée.